L'histoire que nous allons voir tout de suite en images nous amène à la deuxième partie de notre émission, la vie après le passage d'un ange. Et on va donc découvrir l'histoire de Jennifer. Il y a 3 ans et demi, Jennifer a dû avoir recours à une IMG, une épreuve très difficile qu'elle a eu énormément de mal à surmonter. Aujourd'hui, elle est de nouveau enceinte. Alors, comment vit-elle sa grossesse? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en images et on se retrouve juste après. Jennifer est enceinte de 3 mois, mais son bonheur est assombri par un passé douloureux qui refait surface. Donc, il y a un peu plus de 3 ans, on m'a annoncé à 8 mois de grossesse que ma fille était malade, avait plusieurs malformations au niveau du cerveau, donc j'ai subi une IMG. Ce jour-là, ma vie a vraiment basculé. Plus rien n'a jamais été pareil de toute façon et ça sera plus jamais pareil. Mais j'ai de l'espoir et je me dis que ça va pas se reproduire. Et j'ai envie d'y croire en la vie, pour croire en ce bébé et pour agrandir notre famille. Aujourd'hui, Jennifer a rendez-vous à l'hôpital pour sa 2e échographie. Arnaud, son compagnon, a tenu à être présent à ses côtés. J'attends qu'ils me disent que le cœur bat. Je suis stressée. Impatient de le voir, de voir le bébé sur l'écho. Et surtout impatient de l'avoir en bonne santé. C'est vrai que l'IMG, c'était dur à vivre pour nous deux. Bon, moi, j'ai beaucoup intériorisé. Je sais que toi, tu as eu du mal. Mais bon, là, tout va bien se passer et ça devrait aller. Donc, on va tout faire pour vous rassurer. Voilà, donc le rythme du cœur est plus rapide que le vôtre, hein, c'est normal. Oui. C'est un bon début. Bien la tête. Oui. Ah oui, oui, oui. Bon. Vous voilà rassuré pour la journée. Je suis content pour vous. Parfait. Merci. Et voilà. Ça, c'est pour vous. Super. Après son IMG, Jennifer a pu compter sur le soutien de sa sœur, Julie. Mais pour la jeune femme, impossible de tourner la page. Elle a tenu à conserver tous les souvenirs de cette grossesse interrompue trop tôt. Ça, c'est les échos. Alors ça, par contre, je me souviens plus trop. Ça, c'est une des choses que je préfère. Ah, le faire-part. Sans faire part. Il est beau. Ouais. Et puis j'ai son portrait aussi. Son portrait qui a été dessiné au crayon. Avec son doudou, son bonnet, c'est son pyjama. C'est incroyable que tu aies tout gardé. Ça fait partie de ma vie. C'est une façon pour moi de la faire exister. Et de toute façon, tu le sais que avant même qu'elle naisse, j'étais maman. Donc ça me fait du bien, moi, d'avoir tout ça. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Le fait d'avoir, nous, décidé qu'on lui arrêtait la vie. Ça, c'est le plus dur. On se sent coupable. Et quand je vois aujourd'hui, toi, toutes les preuves que tu as passées, tu as été vachement forte, quoi. Moi, je sais pas si j'aurais réussi à ta place. Aujourd'hui, voir ce que tu as fait, voilà, moi, je suis vachement fière de toi. Et Louane, on l'oubliera jamais. Non. Mais merci d'avoir été là. Un an et demi après avoir interrompu sa grossesse, Jennifer a pu enfin réaliser son rêve, celui d'être maman. C'est grâce à Maël, son fils de 2 ans, qu'elle a pu reprendre goût à la vie. Moi, personnellement, j'ai toujours dit qu'il m'avait réconcilié avec la vie. C'est vrai que notre rêve, c'était d'avoir 2 enfants, fonder une famille. Je me bats tous les jours pour y arriver. On y est presque. Et aujourd'hui, j'ai envie de croire en la vie et croire qu'on peut surmonter une épreuve comme celle-là, une épreuve dramatique. Jennifer est avec nous dans le public en compagnie de sa sœur.
Comment vous sentez-vous, Jennifer, depuis cette première échographie? Toujours stressée. Toujours stressée? Oui, oui. Ouais. Bon courage pour la suite de votre grossesse. Merci. La naissance est prévue pour quand? Fin octobre. Fin octobre. C'est pas le 6 alors. C'est le début. Parce que, non, votre Loane était née le 6 octobre. Exactement. Et donc il faut faire très attention finalement aussi aux dates anniversaires d'expulsion. Parce que c'est très très important qu'ils naissent pas le même jour. J'y ai pensé, mais on ne choisit pas. On ne choisit pas, mais vous savez, le corps finalement est extrêmement bien fait. On a une forme de mémoire sensorielle et je crois que votre angoisse par rapport à votre nouvelle grossesse, ça fait écho finalement à cette peur que vous avez. Surtout, essayez d'enrayer cette peur le plus possible, et parce que cette mémoire, elle peut être dangereuse pour votre angoisse et pour votre enfant. Donc, il n'a pas la même place. Donc, lui laisser une place différente. C'est ça. Aurore, il y a un an, vous avez dû subir une IMG. Votre petit Bastien est né sans vie le 15 mai 2012, après votre retour à la maison. Est-ce que vous avez revu votre enfant? On l'a revu une semaine après, au moment de la mise en bière, parce qu'on a décidé de l'enterrer. Donc on lui a redit au revoir une dernière fois, et si j'avais su, on nous avait pas dit qu'on avait le droit de retourner le voir à l'hôpital. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup souffert de cette semaine d'absence, à pas le voir, pas savoir où il était, pas savoir comment, c'est bête, mais comment il allait, dans quelles conditions il était. Et donc on l'a revu pour la deuxième et dernière fois, le 22 mai, donc une semaine pile poil après l'accouchement, donc pour l'enterrer. Donc on a vraiment pu lui dire au revoir, lui dire adieu, le caresser une dernière fois, reprendre les dernières photos, l'embrasser. C'était important aussi de... Les derniers souvenirs. Voilà, les derniers souvenirs. Est-ce que votre vie de couple a été affectée par ce drame? Tout au début, non, on a été très très soudés. Ça nous a vraiment rapprochés. Et puis au bout de 2-3 mois, 2-3 mois, on a commencé à vivre le deuil de façon totalement différente. Moi, j'avais besoin de parler de lui. Je voulais pas qu'il remeure encore, donc j'avais besoin de parler de lui pour le faire exister, pour lui faire une histoire. Et donc Jean-Charles, lui, il était complètement dans un autre monde. Il s'était recroquevillé dans les jeux vidéo, donc c'était tout le temps les jeux. Et donc on s'est vraiment recroquevillé dans deux mondes différents. Et il a été très très passé par la période très agressif. On ne pouvait rien dire, c'était vraiment sa façon à lui d'être malheureux, je pense. Il rejetait ça vraiment, mais c'était plus supportable. Et moi j'ai commencé à avoir beaucoup d'idées noires à ce moment-là. J'avais envie de le rejoindre, je pense qu'on a toutes pensé à ça, l'envie de... Et le fait qu'on se dispute tous les deux, en fait, j'avais le peu de force que j'avais, j'avais du mal en fait à... Je me battais, le peu d'énergie que j'avais, je me battais contre lui, je me battais plus contre mes idées noires. Donc un jour, on s'est vraiment disputé, il est parti, je me suis retrouvée toute seule, et sans ma fille, sans plus personne. Et c'est vrai que là, je ne serais pas passée à l'acte, mais j'ai pensé à la façon dont je pouvais mettre fin à ma vie pour aller le rejoindre. Et là, je me suis dit, stop, quoi, ça suffit. T'as ta fille, elle est là, t'as tout le monde. Et ce qui m'a fait le plus tilt, c'est que ce soir-là, donc j'étais vraiment toute seule, je suis partie au cimetière parce que je voulais le rejoindre. Et là, je me suis effondrée en larmes et je me suis dit, je suis la seule à penser à lui. Quoi. On n'en parlait pas pareil, donc pour moi, j'étais la seule à penser à lui. Et je me suis dit que si je me tuais, il n'y aurait plus personne pour penser à lui. Et ce serait le faire mourir une deuxième fois. Et ça, c'était pas concevable, en fait. Voilà, si je meurs, tout le monde pensera à moi, mais qui pensera à lui? Personne. Tout le monde y passera dans l'oubli, et puis voilà. Donc c'était vraiment pas concevable. Donc la décision a été prise, c'était trop dur de rester ensemble. Je voulais pas partir pour lui et pour ma fille. Donc j'ai décidé de faire mes valises et de partir. Donc ça, on s'est quitté, quand ça? En octobre. Donc j'ai déménagé, j'ai pris mon appartement. Et voilà, ça a été un peu un électrochoc parce qu'il s'y attendait pas du tout. Il était complètement dans sa bulle, renfermé. Ça vous a fait réagir? Ouais. Vous avez réalisé que vous n'aviez peut-être pas envie de la perdre? En fait, ce que j'ai surtout... quand elle est partie, oui, forcément, je me suis dit, bon, je suis tout seul. Mais après, on continue à se voir régulièrement. Et pour la petite, et pour parler quand même de notre couple. Et là, c'est là que je me suis aperçu que j'avais intériorisé toute la tristesse de la perte de Bastien.
et que je lui en avais fait baver. Et elle aussi, enfin réciproquement, c'était plus possible de se voir tous les deux. Et je pense que pour moi, je pensais à lui, mais quand elle est partie, en fait, je me suis aperçu c'est elle qui me raccrochait plutôt à lui, et que quand elle est partie, il n'y avait plus que moi pour penser à lui. Comme elle dit, elle a croyé qu'elle était toute seule, et que si elle partait, il n'y aurait plus personne pour penser à lui. En fait, c'est là que j'ai compris, moi, en fait. Je me suis dit, je pense à lui, alors que je pensais tous les jours à lui, mais là, ça m'a vraiment réveillé, quoi. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où, puisque vous êtes là tous les deux? Bah alors aujourd'hui, on s'est beaucoup vu pour la petite, énormément, puisque on a fait la garde alternée, et puis au final, ça faisait mal au cœur de ne pas assister à son coucher. Donc en fait, on mangeait l'un, on attendait que la petite se couche pour rentrer, puis au fur et à mesure du temps, on rentrait plus beaucoup. On passait pas mal de temps à parler, puis au fil du temps, on a passé les fêtes de Noël ensemble. Et les fêtes de Noël, ça a été très dur parce qu'on avait annoncé à toute la famille à Noël que l'année prochaine, on serait 4. Et c'est vrai qu'à ce Noël-là, ça a fait un électrochoc à tout le monde parce que ma sœur, qui n'était pas là à Noël l'année dernière, nous a annoncé sa grossesse à table, donc dans les mêmes conditions que moi. Et ça a fait un électrochoc à tout le monde parce que tout le monde s'est rappelé que du coup, l'année dernière, c'était nous qui étions à sa place. Et là, tout le monde a eu la pensée pour Bastien. Et c'est vrai que ce moment-là, ça a été dur. Et je pense que ça nous a rapprochés énormément. Et donc, depuis Noël, on s'est remis ensemble tout doucement, tout naturellement. Donc vous donneriez quoi comme conseil à des couples qui nous regardent et qui vivent ce moment-là? De parler, en fait. De parler. De vraiment de mettre carte sur table. Le psychologue, je pense, fait énormément de bien. Moi, j'y suis allée pendant plusieurs mois, elle m'a suivie. Mais il n'a pas voulu parce qu'il pensait ne pas en avoir besoin. Et je pense que la thérapie individuelle et de couple, elle est plus que nécessaire, c'est ça. Elle est indispensable. Alors, on va revenir vers l'histoire de Gaël. Le 25 avril 2012, vous avez subi une IMG à 5 mois de grossesse sur l'un de vos 2 jumeaux. Vous attendiez des jumeaux qui étaient atteints de multiples malformations. Donc, vous avez continué votre grossesse. Comment ça s'est passé? Ça a été dur de porter mon bébé mort. Ça a été compliqué. En plus, j'ai passé le reste de ma grossesse allongée du fait que j'avais toujours le risque de perdre l'autre quand même. Donc, j'étais régulièrement hospitalisée. J'alternais entre la maison, l'hôpital. J'avais régulièrement des examens, des échographies. À chaque échographie, je demandais qu'il cache l'écran parce que je voulais absolument pas voir mon bébé mort. Donc ça a été très compliqué. J'avais beaucoup de contractions, je pouvais pas m'occuper de mon aîné. Donc ça a été très très dur. Donc, vous avez accouché à quel terme? J'ai accouché à 7 mois de grossesse. Qui est né le premier? Donc Manoé, qui était vivant. Donc il est né, il faisait 1,6 kg. Donc il a été directement transféré en néonate dans une couveuse. Et donc Loris, il s'appelait Loris. Et donc il est né 15 minutes plus tard. Et donc voilà, ça a été très très dur. Je savais que finalement c'était la fin, que l'accouchement pour moi, ça signifiait vraiment la fin. Tant que je l'avais finalement, que je le portais, même s'il était décédé, j'avais encore l'impression qu'il était encore en vie. Je crois que je ne réalisais pas réellement. Et je crois que c'est l'accouchement vraiment qui m'a fait comprendre. Mais que dire à ce petit garçon qui va vivre peut-être dans le manque de son frère? Oui, je pense qu'effectivement, il a vécu une utéro pendant 7 mois avec son frère. Je pense lui dire la vérité et lui dire, tu sais, ton frère était malade, vous n'étiez pas dans la même bulle, dans mon ventre, mais pas dans la même bulle. Ça, c'est une première chose, parce que c'était 2 bulles différentes. Pourquoi lui dire qu'il était malade? Parce qu'il aurait tendance à le surprotéger. Il peut se dire inconsciemment, je n'ai pas réussi à le sauver. Ça, c'est une première chose. Et qu'est-ce que va faire Manoé? Donc, ne paniquez pas, mais il risque d'avoir une énergie débordante, comme s'il allait vivre pour 2. Donc, il redouble d'énergie. Voilà, il vit, son frère vit à travers lui. Mais c'est ce que je dis tout le temps, parce qu'en fait, il sourit tout le temps. Il est plein de vie. Voilà, c'est ça.
Donc je crois que c'est extraordinaire, mais surtout lui dire qu'effectivement, eh bien, il n'a pu rien faire parce que son frère était malade et c'était surtout pas à cause de lui. C'est ce que m'avait répondu. Elle m'avait dit, dites bien, c'est pas de ta faute. Et je disais à chacun, c'est pas de ta faute à toi, c'est pas de ta faute à toi, c'est pas la faute de papa, c'est pas la faute de maman, et c'est pas la faute des médecins non plus. Voilà. C'est pas. Il faut déculpabiliser globalement. Erika, donc on en était tout à l'heure à cette première IMG. 8 mois après avoir subi une IMG, vous êtes à nouveau retombée enceinte. Alors là, j'imagine qu'on doit être dans l'angoisse, évidemment. Alors, on est heureux parce que 8 mois, c'est pas très long, mais pour moi, c'était une éternité. Parce qu'une fois que j'ai perdu mon fils, j'avais qu'une envie, c'était de retomber enceinte rapidement pour avoir un bébé dans les bras. Alors, c'était un grand bonheur de retomber enceinte, mais tout de suite, l'angoisse revient, le stress. Même si les médecins nous avaient dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque que ça récidive. Soyez confiants, etc. Donc on est rassuré un petit peu d'une part des discours des médecins, mais par le vécu, bah voilà, on n'est pas très rassuré non plus. Alors donc, première échographie. Première échographie, tout va bien. On apprend que c'est une petite fille. Donc là, c'est soulageant parce que j'avais peur que si c'était un petit garçon, je confonde un petit peu les deux grossesses. Et j'avais peur justement que si c'était un petit garçon, en géo soit oublié. Et donc du coup, c'était une petite fille, donc c'était très bien, ça différenciait bien les deux bébés. Donc voilà, une petite fille, super. On a été faire les soldes avec ma maman, les petites robes. Et mon gynécologue m'a proposé une échographie à 18 semaines juste pour me rassurer. En attendant celle des 22 semaines. Enfin, juste pour nous rassurer, pour rassurer mon conjoint. Donc on y va, on est confiant. Et puis, grand silence. Pendant, pareil, 3 quarts d'heure, grand silence, le visage blême, pas un mot. Et puis, en fait, vu que les malformations de mes enfants faisaient qu'il n'y avait plus de liquide amniotique, on voyait très très mal à l'échographie. Donc avec mon conjoint, on avait très bien compris, voyant ce qui se passait à l'écran, qu'il y avait un autre problème. Mais on n'a rien dit, je pense, parce qu'on voulait entendre que non, tout allait bien, quoi. Et puis bah, là, le gynéco, il nous regarde, il nous dit, bah, je suis désolée, quoi. Et puis alors là, c'est... Mais on nous avait dit que c'était pas possible, comment ça se fait. Qu'est-ce qui se passait là? Eh bien, récidive, agénésie rénale bilatérale une deuxième fois. Et c'est dû à quoi? Alors la première fois, c'était la faute à pas de chance. Et puis bah, maintenant, c'est un problème génétique. Donc c'est un très problème rare, génétique. Donc ils ne connaissent pas le gène. Ils ne sont pas capables de dire si c'est moi qui suis porteur ou mon conjoint. Et donc, en fait, à part réessayer d'avoir des enfants naturellement, on a 35% de risque que ça revienne. Donc voilà, donc j'ai accouché d'une petite fille qui s'appelle Lilouane, qui a été, comme son frère, inscrit sur le livret de famille. Donc, voilà. Donc moi, c'est les 2 premières pages, c'est enfant né sans vie. Est-ce que vous avez gardé des souvenirs de vos enfants? Bien sûr. On garde des souvenirs, c'est... Pour les fêtes des mères, j'ai eu des fleurs, j'ai eu des rosiers, j'ai eu des lauriers. J'ai eu des livres avec des photos de mes enfants. Mon conjoint m'a même offert un lapin, un petit peu comme s'il voulait conjurer le sort de ne pas avoir d'enfants à m'occuper. J'ai le lapin. Elle est née quand, votre fille? Elle est née 1 an et 1 semaine avant l'anniversaire de son frère. Après. Mais quand? En fait, mon fils est né le 26 février 2011 et ma fille le 18 février 2012. Donc ça fait un peu plus d'1 an. Ça fait, ouais. Oh, et vous essayez d'en avoir un autre? On essaye d'en avoir un autre et c'est un petit peu compliqué en ce moment. Bon, écoutez, on vous souhaite de tout cœur évidemment de pouvoir donner naissance à un petit garçon ou à une petite fille.